Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Jérôme Gardon, conseiller municipal à Chassieux, en charge des associations au soutien de Jean-Pierre Danglehan et de Jean-Jacques Célès. Jean-Pierre Danglehan va nous rejoindre un tout petit peu plus tard, mais il était sur une autre réunion. Eh bien, euh, c'est vraiment un petit peu spécial ce soir, puisque c'est le lancement des 5 webinaires thématiques dont vous avez choisi les thèmes, tout simplement. Et puis aussi, je salue Karine, qui a fait un gros travail de préparation avec Thierry Nolot, qui va se présenter tout de suite après. Donc, le premier thème, c'est vous qui l'avez choisi, comment gérer les demandes de remboursement. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Je crois que les thématiques sont importantes pour préparer la reprise de nos associations sportives et culturelles. On a plutôt des bonnes nouvelles quant à la situation sanitaire aujourd'hui. Donc, on est dans les starting blocks pour la préparation de la reprise. On sait que nos associations Chasseland sont vraiment l'architecte des énergies locales. Et donc, je transmets le relais à Karine et à Thierry. Bon webinaire à toutes et à tous. Merci, Jérôme. Merci bien, Jérôme. Voilà, je vais me présenter. Je suis Thierry Nolot. Je suis spécialiste de l'économie des clubs sportifs amateurs, mais j'interviens ce soir pour vous parler de l'ensemble du secteur associatif. Alors, on ne va pas parler uniquement du secteur sportif, bien que mes spécialités soient la pérennisation économique de l'emploi sportif, le bénévolat et la fidélisation des pratiquants. Et pour vous montrer que je suis bien aussi toujours des deux côtés de la barrière, c'est-à-dire à la fois consultant et à la fois impliqué dans le mouvement associatif, eh bien, je suis toujours instructeur bénévole et ça fait 22 ans que ça dure. Et j'ai cessé au mois de décembre ma fonction de trésorier du ski club d'Anne-Sylvieux. Voilà. Alors, je vous donne tout de suite quelques règles du jeu pour que ce webinaire se déroule bien. Je vais vous demander à tous d'éteindre votre micro si vous ne parlez pas. Ce sera beaucoup plus confortable pour ceux qui écoutent. Et d'une façon générale, il est préférable de ne pas interrompre les intervenants ou du moins la personne qui pose une question. Si vous voulez prendre la parole pour dire quelque chose, et ça, je vais vous y inviter à participer activement, vous avez dans votre barre en bas de l'écran, lorsque vous promenez la souris dessus, la possibilité de lever la main. Et si ça ne fonctionne pas, vous pouvez aussi intervenir dans le chat. Ça, je vois les questions. Donc, il y a tout à fait possibilité de passer comme ça. Ce soir, je vais vous présenter 6 façons de gérer les demandes de remboursement. Donc là, on voici la liste. Donc, soit ne pas rembourser, c'est une façon de le faire. Reporter la décision sur la prochaine Assemblée générale. Proposer une compensation en nature. Rembourser au prorata des sessions manquantes. Quelque chose d'innovant, proposer un bon d'achat chez un des partenaires ou la réduction d'impôts. Mais avant cela, on peut se poser la question, est-ce que nous avons obligation de rembourser? Donc, moi, ce que je vous propose déjà, c'est de distinguer l'adhésion à l'association des frais d'inscription. Alors, je vais rétro-pédaler, puisque je vous ai dit que, dans les règles du jeu, j'aimerais bien que vous participiez, c'est-à-dire, si vous avez des questions à poser, si ce que j'explique ne vous semble pas clair, vous pouvez tout à fait intervenir, poser la question. Et puis, moi, ce que je veux, c'est que ce soit interactif, il faut que ce soit riche d'enseignements pour tout le monde. Il est très probable que parmi vous, quelqu'un a déjà trouvé une solution qui ne sera peut-être pas présentée ce soir. Donc, c'est bien pour les autres associations de le partager. Donc, je vous invite à participer activement. Voilà. Je reprends le cours de la présentation. Alors, pourquoi je pose cette question? Est-ce qu'on a obligation de rembourser? J'ai envie de vous poser une question. Quelle est la proportion de vos adhérents qui a demandé un dédommagement sous quelque forme que ce soit? J'entends par là que ce ne soit pas une initiative de vos dirigeants, enfin de vous et de votre équipe de dirigeants. Donc, si quelques personnes veulent bien rallumer leur micro pour me dire, voilà, nous, on estime que c'est 10, 15, 20, 50% des adhérents qui demandent, qui sollicitent un dédommagement. Vous m'entendez? Alors, Gisèle, je vous entends.
C'est pas moi. Ah, c'est Annick. Oui, c'est ça. Oui, moi je voulais simplement dire au niveau du club de karaté de Chassieux, on avait dû avoir 2 ou 3 demandes de remboursement sur à peu près 180 adhérents. Voilà. Est-ce qu'une autre personne peut témoigner? Oui, je ne sais pas si on m'entend. Oui, on vous entend. Donc, nous sur 270, enfin, on va dire autour du mois d'octobre, on en a eu à peu près une bonne vingtaine. D'accord. Donc, dans tous les cas, c'est une minorité d'adhérents qui sollicitent le remboursement. Alors, moi, je voudrais donner mon témoignage. Oui. Au niveau de Chassieux Toscane, il n'y a aucune demande de remboursement concernant les cotisations. En revanche, il y a à peu près 20% des gens qui avaient émis le souhait que la partie de cours d'italien qui n'avait pas été réalisée soit remboursée. Voilà. Donc, on fait bien la différence, une petite somme de 20 € et une grosse somme de 200, 250 €. On est bien d'accord. D'ailleurs, Daniel, vous introduisez là ce que je vais présenter. Alors, dans un premier temps, ce que je voulais vous amener à constater, c'est que dans vos associations, il y a une majorité d'adhérents qui finalement connaissent bien le principe du fonctionnement d'une association, la solidarité, et n'exigent pas cette demande de remboursement ou de dédommagement. Donc, on pourrait s'appuyer là-dessus pour dire finalement, on ne va peut-être pas dédommager. Et ça, on le verra dans la deuxième solution que je vous présenterai ce soir. Ensuite, si on veut malgré tout prévoir une possibilité de remboursement partiel ou total, il faut distinguer différentes choses dans l'adhésion à une association. Il y a, alors, partie gauche là, l'adhésion en elle-même. L'adhésion à une association ne constitue pas un service. D'ailleurs, la loi 1901 n'oblige en aucune façon à ce qu'une adhésion soit payante. C'est au bon vouloir de l'Assemblée générale de décider si effectivement l'adhésion est assortie ou pas du paiement d'une adhésion qui permet en général d'assurer les frais de fonctionnement de l'association. Donc l'adhésion en elle-même ne constitue pas un service puisque c'est juste, ça traduit l'adhésion de la personne à l'association. Et le remboursement de cette partie de ce qu'a payé les personnes n'est pas exigible puisque, encore une fois, il n'y a pas de service, il n'y a pas de contrepartie qui est apportée. L'autre nature de frais par rapport à une inscription dans une association, ce sont tout ce qui sont les autres frais d'inscription. Alors, je parlerai après spécifiquement des licences sportives, mais pour ce qui est des frais de participation. Donc, M. Doroth nous a parlé tout à l'heure de cours, hein, mais ça vaut aussi ça pourrait être pour des cours de théâtre, des cours dans une école de musique. Hein, si vous avez je pense à une association de gym, peut-être Gym 12, qui propose des tickets de 10 participations, là, il y a bien effectivement la contrepartie sous forme d'un service, quel qu'il soit. Et la loi reconnaît ça comme un contrat d'association, c'est-à-dire que vous avez une obligation de moyens par rapport à ça. L'association doit honorer, je dirais, la prestation qu'elle a vendue, bien que nous soyons des associations. Donc, parce qu'il y a effectivement dédommagement, cette partie-là de l'inscription peut donner droit à un dédommagement. Et c'est ce qu'on verra notamment lorsqu'il s'agit de soit calculer un prorata, soit d'essayer de proposer une compensation en nature. Et puis, pour les associations sportives, il y a la particularité de la licence fédérale. Alors, cette licence fédérale constitue effectivement un service. Ça permet à l'adhérent de participer à l'ensemble des activités organisées et proposées par la fédération. Et comme la fédération est une structure tiers distincte de votre association, ce n'est pas de votre ressort. C'est-à-dire qu'une fois que la personne a payé sa licence fédérale, vous n'êtes plus en mesure de le rembourser, si ce n'est sur vos fonds propres. Mais là, vous risquez de fragiliser l'association. Voilà. Alors, on peut aussi évoquer, vous l'avez peut-être... Oui, bonsoir. Vous avez une question? Non. Donc, on peut aussi invoquer la notion de force majeure. Voilà.
Merci d'avoir coupé votre micro. Annick, vous pourriez couper votre micro peut-être? Voilà, lorsque vous avez terminé de parler, Gisèle aussi. Voilà, merci bien. Donc, la notion de force majeure. Donc, j'ai retrouvé quelle est la définition, on va dire, juridique de la force majeure. Donc, suivant l'article 12-18 du Code civil, c'est lorsqu'un événement échappe donc, hop là, excusez-moi, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, et ce qui donc empêche l'exécution des obligations du débiteur. Autrement dit, pour une association, effectivement, le fait d'avoir, le fait d'avoir été empêché par la Covid d'ouvrir vos installations, eh bien, c'est un cas de force majeure, parce que personne n'a pu le prévoir, ni l'association, ni les pouvoirs publics. Voilà, donc ça, cela relève effectivement de la force majeure. Donc, on pourrait utiliser cet argument pour dire, peut-être ne pas rembourser. Maintenant, une autre façon de prévoir la chose, parce que une autre façon de gérer la question, c'est de l'anticiper. Bien sûr, en 2020, on ne pouvait pas anticiper. Mais si on regarde ça avec un traitement un peu juridique, ce qui se passe, c'est que très souvent, les litiges naissent de l'incertitude. Comment dire? Lorsque les gens réclament un dédommagement, les quelques personnes qui réclament un dédommagement, eh bien, c'est parce que rien n'est prévu, ni dans les statuts, ni dans le règlement intérieur, ni dans la fiche de tarif que peut publier l'association. Voilà. Donc, il faut, avec l'expérience que nous avons maintenant, nous avons plus d'une année de recul, il faut essayer de prévoir le cas de figure. Et le meilleur endroit pour le faire, ce sont les statuts et surtout le règlement intérieur. Parce qu'une fois que c'est voté par l'Assemblée générale, ce point-là peut être opposable à tous les adhérents. Alors, les préconisations que je vous propose, c'est de dissocier dans vos tarifs tout ce qui est prestation qui s'apparente à un service supplémentaire par rapport, je dirais, à un fonctionnement basique. J'entends par là des stages, des voyages, des choses comme ça. C'est-à-dire que si, l'exemple qu'on avait tout à l'heure, une association qui donne des cours de langue, donc effectivement, le cœur du projet associatif, c'est enseigner une langue, quelle qu'elle soit. Et par exemple, un voyage éducatif serait une prestation supplémentaire. Ça, vous pourriez le dissocier clairement, puisque c'est le genre de produit, de service que seuls quelques adhérents peuvent choisir de payer. Ensuite, c'est de prévoir la chose, la possibilité ou non de dédommager, ça c'est vous qui en décidez, mais quelle que soit cette décision, je vous incite à l'inscrire dans le règlement intérieur. Voilà. Ensuite, pour les clubs, les associations sportives, comme je l'ai dit tout à l'heure, la part licence fédérale n'est pas de votre ressort. Et donc, comme on l'a vu aussi, le cœur de l'adhésion, c'est-à-dire la partie adhésion dans la cotisation, ça assure le fonctionnement de l'association. Ce n'est pas une prestation de service. Donc, sur cette partie adhésion et licence, je vous invite à ne pas prévoir de remboursement par rapport à ça, parce que si vous le faites, vous êtes obligé de puiser dans le fonds propre pour dédommager les gens. Ce qui a été fait dans une grande majorité d'associations que j'avais interrogées depuis un an maintenant, ce sont que les gens ont privilégié le report des prestations. Et ça a eu pour certaines associations un effet très bénéfique. C'est-à-dire que en prolongeant, par exemple, la durée de la saison associative, non pas de l'arrêter en juin, comme ont fait certains nombre d'associations, mais de proposer des activités, que ce soit des stages ou que ce soit une activité, je dirais, un peu plus permanente sur juillet et sur le mois d'août, il s'en est produit que des familles l'ont su, ils ont pu occuper leurs enfants. Et par exemple, moi j'ai l'exemple d'un club de tennis de table à Saint-Quentin-en-Yvelines qui, ayant fait des stages tout l'été, alors que les autres associations avaient fermé, les parents ont eu vent de cela et ils ont inscrit leurs enfants à cette association à la rentrée de septembre 2020, et le club s'est retrouvé avec plus de 20% d'adhérents en plus à la rentrée, malgré la crise du Covid.
Enfin, le dernier conseil que je vous donnerai, c'est de limiter ces éventuels remboursements aux prestations, à des prestations payantes et de toute façon dans des cas parfaitement identifiés. La finalité est justement d'éviter les litiges. Lorsque les choses sont écrites, lorsqu'elles sont partagées, effectivement, les gens savent un petit peu à quoi s'attendre et peuvent donc préparer savoir à quoi s'attendre. Voilà. Donc, premier cas de figure, on peut choisir de ne pas rembourser. La condition de réussite pour cela, c'est d'annoncer par avance la décision, puisque en fin de compte, le litige naît de l'incompréhension, de ne pas savoir ce qui se passe, de ne pas savoir comment, effectivement, on peut… Alors, je crois que quelqu'un est entré. Si vous pouviez, s'il vous plaît, couper votre micro. Voilà. Donc, annoncer par avance la décision, ça évitera que les gens ne le sachent pas. Et je dirais, lorsqu'on rentre dans une période de restriction d'activité, à ce moment-là, il faut aussi communiquer là-dessus. C'est-à-dire, voilà ce que l'on va faire vis-à-vis de nos cotisations. Donc là, en particulier, vis-à-vis de ce choix de ne pas rembourser. Donc, les quelques arguments que vous pouvez donner, c'est le fait que l'association fonctionne grâce au bénévolat, qu'il y a eu un cas de force majeure, donc ce n'est pas de votre ressort, que la crise a fragilisé l'association et bien sûr que l'association fonctionne dans un but non lucratif. Voilà. J'ai oublié de préciser d'ailleurs que vous aurez accès à cette présentation et à quelques liens supplémentaires d'ailleurs. Voilà. Alors, deuxième possibilité qui est finalement que j'ai vu de ci de là dans des associations sportives, qui est de dire finalement, on va être prudent et on va reporter la décision à la prochaine Assemblée générale. La finalité derrière tout ça, c'est d'impliquer les adhérents dans la prise de décision. Alors, on pourrait dire, oui, mais nous, administrateurs, nous avons été élus pour prendre des décisions comme celle-ci. En fait, il y a quelques intérêts, il y a quelques intérêts quand même à ce mode opératoire. Dans le premier temps, effectivement, ça veut dire que comme l'Assemblée générale est souveraine dans une association, la décision qui sera prise ce jour-là, elle sera opposable à tout le monde, c'est-à-dire qu'on ne pourra plus revenir dessus. Donc, que ce soit on accepte de rembourser ou on refuse de rembourser, une fois que ça aura été décidé, les gens avaient la possibilité de s'exprimer et de ce fait-là, la décision sera, on peut dire, irrévocable. Ça va être prise par l'Assemblée générale suivante. Voilà. L'autre intérêt de la manip, c'est d'impliquer les adhérents dans la prise de décision, ce qui peut vous ramener quelques adhérents supplémentaires à l'Assemblée générale. Voilà. Alors, effectivement, la façon de présenter la chose, c'est que, en fait, c'est d'être très prudent. Ça, c'est une bonne façon, je dirais, d'un point de vue économique, de gérer la chose. C'est-à-dire que moi, ce que je considère, c'est que l'incertitude, vraiment, est ce qui marque la situation depuis un an. On nous avait dit l'année dernière que oui, alors effectivement, le printemps est pourri, mais après, on va reprendre nos activités normalement. Eh ben, on a eu droit à un deuxième confinement et on a eu droit à un troisième confinement. Je serai très réservé sur le déroulement de ce qui va se passer à l'automne et à l'hiver prochain. Donc, je serai plutôt prudent et de dire, voilà, effectivement, on va laisser faire les choses, on va voir comment ça se passe d'un point de vue économique. Est-ce qu'on va pouvoir organiser des activités? Est-ce que l'on va pouvoir encaisser, avoir des encaissements liés à ces activités? Est-ce que nous aurons les moyens de proposer un dédommagement ou pas? Donc, prendre une décision de dédommager alors qu'on ne sait pas comment va se dérouler la fin d'exercice comptable, ça peut être un peu risqué dans le cadre de certaines associations. Voilà. Donc, la situation économique peut exiger justement de prendre le temps de l'observation avant de décider. Alors, je pose une nouvelle question. Est-ce que parmi vous, il y a des associations qui ont choisi ce mode de… Ah, je vois que Daniel a levé la main. Attendez. Oui, vous pouvez rallumer votre micro, monsieur Doroth. Oui, il faut m'appeler Daniel, ça sera plus simple. Très bien, Daniel. Bon, non, simplement, c'est peut-être que j'anticipais sur votre questionnement, mais il est certain qu'à ce niveau-là, reporter la décision
par rapport à un avenir incertain, il faut aussi analyser ce qui est certain. Parce que, je veux dire, le remboursement, tel que je l'ai indiqué tout à l'heure, bon, les cotisations, mais côté, mais l'activité non réalisée a été remboursée, au prorata évidemment, enfin, nécessaire. Mais pourquoi on l'a fait? Parce qu'on ne va pas faire du bénéfice. Il y a un prof, ce prof, on l'a mis au chômage partiel. Le chômage partiel nous a permis de récupérer finalement le coût du salaire et donc et des charges. Et puisque la prestation n'a pas été réalisée et que on a payé le prof, mais sa part de salaire a été totalement remboursée, nous, notre but, c'est pas de faire du bénéfice sur les adhérents ou sur les élèves. Donc, on a remboursé en totalité ce qui n'a pas été réalisé. Donc, on ne reporte pas la décision à partir du moment où, en termes de gestion, on a déjà une certitude. Ouais. Alors, je vous entends très bien, Daniel. Malgré tout, quand je vous entends dire l'association ne fait pas de bénéfice, on peut tout à fait admettre qu'une association ne fasse pas de bénéfice dans une période de crise. Mais alors, moi qui travaille très généralement dans le cadre de la recherche de la pérennisation économique d'un emploi, aujourd'hui, il n'y a pas un employeur qui peut dire je vais pérenniser mon emploi si je ne fais pas de bénéfice. Non, mais bien sûr, mais quand je dis fait pas de bénéfice, on a toujours la notion de cash flow qui existe. Et donc, à partir de ce moment-là, on a quand même eu, par le passé, accumulé au fil des années, petit à petit, des bénéfices. Mais je dis, dans la part uniquement de prestations non réalisées, je me vois mal de faire du bénéfice par rapport à cette partie de prestation. Voilà. Alors, il est évident que globalement, on a toujours intérêt à avoir un petit profit si on veut pérenniser la société ou l'association. Oui, tout à fait. D'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que l'on voit avec la première possibilité, à savoir ne pas rembourser ou celle-ci, dans tous les cas, on a toujours intérêt à expliquer à nos adhérents qu'est-ce qui motive cette décision et pourquoi est-ce que nous l'avons prise. Encore une fois, je reviens à la source, c'est l'incertitude, c'est l'inconnu qui génère le litige. Si vous expliquez à vos adhérents le pourquoi et le comment, normalement, vous aurez beaucoup moins de questions. Voilà. Et puis, je retiens aussi l'anticipation. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez eu l'expérience, donc là, nous avons l'expérience d'une année civile et d'une année scolaire sur le Covid et l'arrêt volontaire des activités, enfin involontaire des activités. À ce moment-là, il faut pouvoir intégrer cette possibilité dans votre fonctionnement pour les années qui viennent. Est-ce que ce sera à nouveau le Covid? Est-ce que ce sera une autre épidémie? Est-ce qu'il n'y en aura pas? Mais à partir du moment où vous l'avez prévu, si ça se produit, ben vous ne serez pas pris de court. Voilà. Ensuite, troisième possibilité, la compensation en nature. Derrière cela, en fait, c'est montrer que l'association cherche à honorer le contrat d'association, c'est-à-dire des personnes se sont réunies pour un projet associatif. Il y a donc la réalisation d'une œuvre quelconque et ben voilà, l'association a tout mis en œuvre. Sauf effectivement le cas de la Covid où là, effectivement, on n'avait pas accès à nos installations. Donc, quelle que soit la nature du projet associatif, il ne pouvait pas être honoré. À ce moment-là, comment pouvons-nous faire pour, malgré tout, amener justement la juste activité par rapport à ce qu'attendaient nos adhérents? La première des choses, c'est de prolonger, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, la saison au-delà du calendrier habituel. Pour les associations qui fonctionnent, on va dire en année scolaire ou en année sportive, est-ce que vous avez la possibilité de le prolonger? Ça peut être intéressant. Après, je conçois bien que, en particulier pour les associations sportives, mais ça vaut aussi pour une association de théâtre ou autre, nous avons besoin d'installations pour exercer nos activités. Et elles sont parfois on se retrouve avec plusieurs associations à utiliser les mêmes infrastructures. Voilà. Après, il y a d'autres possibilités, en jouant justement avec les horaires, c'est de proposer des séances complémentaires. D'ailleurs, il y a des clubs qui ont proposé des séances complémentaires
y compris en visioconférence. Bon, quand je dis des clubs, c'est des clubs sportifs, mais ça peut être aussi des activités ludiques. Je dirais, à titre personnel, je fais partie d'une association de quartier où nous avons pu faire notre activité avec la professeure uniquement en visioconférence. Bon, sur cette activité, c'était possible, ça ne l'est pas toujours. Une autre possibilité de compensation en nature, ce sont des stages. Voilà, et tout ce que vous pouvez imaginer. Est-ce que, alors je vais poser presque systématiquement la question, parmi les personnes présentes ce soir, y a-t-il des associations qui aujourd'hui ont choisi ce mode de dédommagement? Je vous rappelle de pouvoir, s'il vous plaît, vous pouvez activer votre micro pour poser une question. Je vais reprendre la parole, mais je suis désolé, mais nous, on a essayé de compenser dès qu'il y avait des possibilités. Par exemple, on a avancé des cours au mois de septembre, alors qu'on démarrait vraiment largement début octobre. On a essayé de prolonger là cette année, s'il y a ouverture avant la fin juin, la possibilité, on essaiera de mener jusqu'à la fin juin, parce qu'après, à partir de juillet, août, c'est compliqué. Enfin, septembre, c'est toujours possible. Et par ailleurs, il est évident que là, on parle de prestations non réalisées, mais nous, on a essayé au maximum de compenser par du Zoom ou par de l'Internet ou par du YouTube, avec l'enregistrement de vidéos pour des cours, etc. Je veux dire, on a utilisé les possibilités que nous avions sous la main pour compenser les prestations physiques qu'on ne pouvait pas réaliser. D'accord. Et d'ailleurs, petit retour d'expérience, le fait d'avoir proposé, donc pour vous, hein, Daniel, c'est de l'enseignement de langue, hein, c'est ça? Oui, alors moi je fais de l'enseignement de langues, je préside aussi un club de lecture. Il est évident que c'est beaucoup plus facile que des clubs de sport où il y a besoin d'activités de terrain et de présence, de présentiel. Justement, là où c'est intéressant d'avoir ce retour d'expérience, le fait d'avoir créé finalement un nouveau service, c'est-à-dire c'est l'enseignement d'une langue, mais par un nouveau canal, l'Internet, que ce soit des visios, que ce soit de la vidéo, ou des mails des exercices par mail. Voilà. La question, c'est est-ce que vos adhérents ont apprécié cette nouvelle façon de recevoir l'enseignement? Alors, je peux vous dire, je ne veux pas dire 99%, mais bien plus de 90%, 95% des adhérents qui sont des apprenants ont apprécié toutes les formes qui leur ont été proposées. Il y a toujours des gens qui sont rétifs à Zoom, il y a toujours des gens qui sont rétifs à l'usage d'outils techniques, mais la plupart des gens ont quand même été intéressés et l'ont dit, hein, et il y a des retours. Il faut dire que la prof a fait un gros travail pour que, ne serait-ce que d'enregistrer des vidéos sur YouTube et les proposer pour que les gens ont une vision de l'utilisation du langage, hein, c'est-à-dire non seulement le langage, mais aussi, par exemple, comment faire un repas de Noël et tout en italien, comment visiter Rome tout en italien, etc., adapté au niveau de langue qui est nécessaire. C'était une possibilité technique qui nous a été proposée, donc on l'a fait. Je vais aller au bout de mon idée. Et justement, je vais donner la parole à Christine qui a levé la main juste après. Donc, Daniel, avez-vous est-ce qu'on ne peut pas imaginer justement, par le fait que les gens ont apprécié cette nouvelle diffusion, de créer finalement une nouvelle activité de l'association qui permette de toucher un public beaucoup plus large, parce que peut-être ne résidant pas localement? Alors, oui et non. Alors, dans le domaine des langues, c'est… et je pense, je ne sais pas si le jumelage anglais et le jumelage allemand est présent, si Odile ou Aline sont là, mais c'est plus compliqué parce que au niveau de la langue, il faut aussi voir la personne, le prof, où il y a de l'interaction est quand même assez importante et le regard que l'on a sur le visage est important. C'est pénible, hein. Alors, pardon, il y a Simon, salut aussi. Oui, au niveau du jumelage anglais, Simon Grenier est là. Il peut le dire, c'est qu'au niveau du Zoom, ça peut parfois être compliqué parce que la notion de voir le visage ou la proximité est importante.
En revanche, il y a des gens que ça permet quand même de compenser. Hein. Je veux dire, quand il y a entre rien et 100% et le grand luxe, c'est possible. En revanche, tout ce qui a été animation club de lecture, ça a été parfait. On peut proposer, et ça, et moi je vais aussi le promouvoir, puisque on n'a pas l'obligation d'être présent. Alors que, par exemple, il y a des gens qui sont… moi, je me suis retrouvé en vacances dans mon chalet. J'ai pu continuer de là-bas, d'animer mon club de lecture, alors que si j'avais été à Chassieux, je n'aurais pas pu le faire. Donc, c'est vrai, quand quelqu'un est en balnéothérapie, quelque part, il peut continuer à suivre une activité si on utilise les outils techniques qu'on peut réinsérer dans une activité normale. Très Et bien. je laisse la parole aux autres. Oui, merci Daniel. Donc, je laisse la parole maintenant à Christine qui avait levé la main, puis ce sera la parole à Anne Forest. Donc moi, je suis la présidente de l'association APIC, que nous donnons des cours d'informatique. Moi, j'ai eu alors on est une toute petite association, on a 50 élèves. Sur les 50 élèves, il y a 60% qui ont donc suivi Zoom. On a assuré tous les cours par Zoom. Sur les 60%, je dirais qu'il y en a 50% qui sont contents et 10% qui sont plus mitigés, en disant que voilà, c'est un petit peu, ça demande un petit peu plus d'attention et que peut-être que 2 heures de cours, ça fait un peu long. En fait, c'était un petit peu ça. Sinon, pour rebondir sur ce que vous avez dit, oui, moi, j'envisage l'année prochaine sans doute de faire un créneau horaire avec Zoom. Parce que je trouve qu'il y a des avantages. Les gens, alors pour mon activité, les gens sont sur leur propre PC, alors que quelquefois, quand ils viennent à la PIC, ils ont les PC de la PIC, donc ce n'est pas tout à fait la même morphologie. Ce qui se passe, moi, j'ai une interrogation, j'ai des élèves qui n'ont pas voulu du tout intégrer Zoom, pour des raisons de sécurité. Et là, alors moi, personne ne m'a demandé de remboursement jusqu'à présent, mais je suis un petit peu embêtée vis-à-vis d'elle, puisqu'en fait, nous, ce qu'on a fait l'année dernière par rapport aux cotisations, pour les gens qui n'avaient pas pu finir l'année 2020, on a mis en place en fait une cotisation moitié moins chère qu'une année complète pour cette année-là. Mais les nouveaux adhérents, on leur a demandé une cotisation entière. Et donc, je suis un petit peu embêtée vis-à-vis j'ai 3 personnes dans ce cas-là, donc elles n'ont pas voulu suivre Zoom. Je trouve dommage justement qu'elles n'aient pas voulu s'intégrer au groupe. Et alors, elles ne m'ont rien demandé, mais c'est vrai que par rapport aux autres, je me dis, si je leur fais soit pas payer l'année prochaine, si elles veulent revenir, soit même faire 50%, par rapport aux autres, c'est un petit peu embêtant. Bon, j'ai un petit dilemme de ce côté-là. Voilà, je voulais faire partager, mais je pense que Zoom ou autre, il y a d'autres systèmes, peut ouvrir, oui, alors c'est sûr que pas sur des trucs sportifs, mais sur des trucs intellectuels, ça peut ouvrir des perspectives autres. Voilà. Merci Christine. Et justement, je voulais aussi que les gens du monde du sport entendent ces témoignages, comme quoi on peut tout à fait imaginer de nouvelles solutions suite à cette crise. Est-ce que Anne Forest, qui a levé la main, souhaite parler? Je vous invite à ce moment-là à rallumer votre micro. Tout à fait. Je suis désolée, j'apparais en tant que Anne Forest. Ça, c'est les mystères de l'informatique. J'apparais avec mon nom d'auteur et non pas… donc, je suis Danielle Martin, en fait, présidente de Chassieux Yoga. Voilà. Je ne sais pas comment changer mon nom, mais bon, il me reconnaît comme ça en tant qu'auteur et non pas en tant que personne. Et donc, présidente du yoga. Donc, le choix qui a été fait, c'est effectivement de passer de 9 cours en présentiel à 4 cours en Skype, voilà, avec une espèce de bonus pour les adhérents qui choisissaient ce système, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir accès à un cours ou 2 selon ce qu'ils avaient payé, ils avaient accès à tous les cours. Donc, mais il y a à peu près un petit tiers des adhérents qui a accepté.
Bon, on a encaissé les cotisations avec le principe que vous avez évoqué précédemment et on n'a pas, par contre, encaissé les gens qui s'étaient inscrits pour des cours et qui ne souhaitaient pas les suivre sur Zoom. Bon, le yoga, c'est une activité souvent de personnes d'un certain âge, donc qui ne sont pas très à l'aise avec Internet. Donc, ça peut expliquer aussi pourquoi on a eu que seulement un tiers des adhérents qui ont accepté de passer sur un système par Zoom, en l'occurrence par Skype, donc par informatique. Voilà. Et ce qui veut dire, c'est aussi, on a fait un choix éthique qui était un choix de dire, bon, on a 4 profs, un prof de Qigong et 3 profs de yoga, on va leur assurer chacun un cours. Mais bilan des courses, voilà, on est quand même en déficit pour cette année, donc ça a été un choix, bon, voilà, qui a été pris en conseil d'administration, mais voilà, c'est pas c'est pas une question, une position pérenne, voilà. Et on a eu, non, par contre, comme à partir du moment où on n'a pas encaissé l'échec des gens qui ne voulaient pas être sur Internet, on n'a pas eu de souci de remboursement. Et là, on espère, pour le 3e trimestre, on a relancé en disant, on va au moins proposer 2 cours en présentiel, c'est-à-dire des cours le matin, en fonction de la météo. Mais bon, depuis les vacances de Pâques, ça n'a pas été terrible. Voilà, donc un peu où on en est, mais bon, ce n'est pas une situation pérenne, et voilà. Voilà, c'est juste un témoignage sur comment on a géré les choses, à la fois en solidarité, à la fois par rapport à nos enseignants. Il faut aussi penser à eux parce que beaucoup ont des positions d'auto-entrepreneurs, etc. Ils n'ont rien d'autre. Et puis aussi, voilà, c'est parfois aussi un choix entre les deux, nos enseignants et nos adhérents. Écoutez, merci. Donc, je poursuis. L'autre façon de gérer ces remboursements, et c'est certainement la plus simple et la plus équitable, c'est de rembourser au prorata des sessions manquantes, ce qui n'a pas été fait. Oui, c'est simple, c'est équitable. Le petit détail, c'est qu'il faut en avoir les moyens. Voilà. Donc ça, si votre association n'avait pas, je dirais, des fonds propres suffisants, ce n'était pas toujours possible. Voilà. Mais bon, on va voir la suite. Parce qu'on verra que parfois, il est nécessaire d'associer 2 dispositifs, voire plus, en fonction des cas de figure. Quelque chose que j'ai vu là, issu du monde du sport, c'est de proposer un système de bons d'achat qui correspond justement à la partie des activités qui n'a pas été honorée chez un des partenaires de l'association, bien sûr, lorsque l'association a des partenaires, que ce soit des partenaires de type sponsor ou des partenaires de type fournisseur. Voilà. L'intéressant, c'est solidaire, c'est innovant et surtout, ça a été très bien accepté par tous les adhérents des associations qui l'ont proposé. Voilà. Donc, le principe, encore une fois, d'abord, vous évaluez la partie qui a été, la partie de vos activités qui n'a pas été honorée. On essaie de voir si on peut compenser ça chez un ou plusieurs partenaires d'ailleurs, par un système de bons d'achat. C'est-à-dire que les gens, en fait, vont aller dépenser ça dans les entreprises, chez les commerçants, etc. L'intérêt aussi pour eux, c'est parfois de pouvoir écoler du stock. Voilà. Donc là, tout le monde s'en trouve quasiment gagnant, puisque l'association va arriver à fidéliser un partenaire qui, lui, pouvait être aussi en difficulté. Le partenaire, lui, va voir effectivement des gens venir chercher de la marchandise chez lui ou des services. Et finalement, l'adhérent est gagnant lui aussi, puisque certes, il n'a pas la totalité, il n'a pas la partie activité qu'il fait habituellement dans cette association, mais elle est compensée par un autre service ou une autre marchandise. Donc là, si vous avez des questions par rapport à ça, je comprends que vous en ayez, parce que c'est quand même pas un système très courant. Donc si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Sinon, on reviendra à la fin j'ai prévu de garder un quart d'heure, 20 minutes, 10 minutes, un quart d'heure sur le webinaire pour répondre à l'ensemble de vos questions. Et puis, disons que le sujet qui anime beaucoup de conversations en ce moment et qui m'a été souvent demandé, c'est comment peut-on faire pour proposer une réduction d'impôt?
Alors, moi, mon avis, celui que je vous donne, c'est que d'abord, ce système n'est pas simple, on va voir pourquoi, et surtout, il n'est pas équitable pour les familles qui ne payent pas l'impôt. Et quand je vous disais tout à l'heure d'associer plusieurs dispositifs, je vous parlerai dans la deuxième diapo sur ce thème d'une expérience qui a été faite, donc, dont, on a évoqué, enfin, dont les gens du ministère des Sports ont évoqué ça il y a 10-15 jours seulement. C'est une personne de la Fédération française de natation qui a témoigné, c'est que les associations, donc les clubs de natation, qui ont réussi à proposer ce système de réduction d'impôt au titre de 2020, ils ont été obligés de proposer un deuxième système justement pour les familles qui ne payent pas l'impôt. Parce que sinon, vous auriez d'une part des adhérents qui ont effectivement ce dédommagement et d'autres qui n'ont pas de dédommagement, alors que c'est peut-être ceux-là qui sont le plus dans le besoin. Donc, on va traiter la chose de deux façons différentes. D'abord, le cadre général, donc, qui est applicable à toutes les associations. Et ensuite, il se trouve que le ministère des Sports et le ministère des Finances travaillent apparemment à ce moment à une solution que je vais vous présenter juste après. Et je vous donnerai bien sûr les sources où retrouver ces informations. Donc, le cadre général. Les associations font partie, je dirais par défaut, des organismes d'intérêt général. Donc ça, bien sûr, c'est cadré par la loi, par les bulletins officiels des impôts, et que ces organismes d'intérêt général, bien sûr, sous réserve de correspondre à un certain nombre de critères, peuvent délivrer des reçus pour dons aux œuvres, donc des reçus qui donnent droit à une réduction d'impôt. Seulement, pour que cette réduction d'impôt soit effective, le don, c'est-à-dire, si on transpose au cas de figure qui nous intéresse, c'est-à-dire que ce qui n'a pas été honoré par l'association, on demande à l'adhérent de reconnaître qu'il fait don à l'association de cette partie et qu'il s'engage à ne pas en demander le remboursement. Voilà, si on prend l'exemple d'une inscription annuelle de 100 € et que, mettons qu'il y a facilement la moitié de l'année qui n'a pas été honorée, ça veut dire qu'il y aurait 50 € pour lesquels la personne s'engage à ne pas demander le remboursement. Et c'est sur ces 50 € que l'on peut octroyer une réduction d'impôt. Alors, j'ai dit, ça fonctionne si le don ne concerne pas, enfin n'est pas assorti d'une contrepartie. Donc, tout ce qui permet l'accès aux activités du club, enfin de l'association, il y a une contrepartie. Donc là, ce n'est pas éligible. De même, pour les associations sportives, je vois que j'ai une belle faute, là, je suis désolé, la licence sportive permet l'accès aux activités fédérales, c'est donc une contrepartie. Et finalement, on s'aperçoit que seule la partie adhésion, ce qui concerne véritablement le centre de l'inscription, entrerait dans le champ du dispositif. Et très souvent, cette partie d'adhésion est pratiquement quantité négligeable dans le prix total d'une inscription. Ce qui veut dire que, c'est compliqué, c'est pour ça que j'écrivais que ce n'est pas simple, parce qu'il faut pouvoir extraire le prix de l'adhésion de ce prix d'inscription. Et d'autre part, j'ai perdu le fil. D'autre part. Voilà. Et d'autre part, je pense que c'est par rapport justement au public éligible par rapport au dispositif de réduction d'impôt. Donc, comment fonctionne ce dispositif de réduction d'impôt? C'est comme lorsqu'on fait un don, c'est comme lorsque vous proposez à vos adhérents ou à vos bénévoles de profiter de ce dispositif pour, par exemple, les défrayer de leurs kilomètres. Donc, les personnes doivent faire un courrier à l'association. Vous pouvez très bien leur donner un modèle. Hein. Voilà, je sous-signais, monsieur Untel, m'engage à ne pas demander le remboursement de telle somme qui correspond à tant. Voilà. Mais la réduction d'impôt ne se fera que sur 66% de la valeur de ce don, dans la limite de 20% du revenu imposable. Autrement dit, quelqu'un qui fait, on reprend l'exemple de tout à l'heure, sur une inscription de 100 €,
il y a 50 €, admettons, qui reviennent effectivement, qui entrent dans ce cas de figure, 66% de cela, ça fait que 33 €. La question que je vous pose, est-ce que, avec ce dispositif, 33 € sur une inscription de 100 €, est-ce que nos adhérents vont se contenter de ce type de dédommagement? Ça risque d'être un peu délicat. Voilà. Alors maintenant, le cas des associations sportives. Alors, il y a eu la semaine passée, non, il y a une quinzaine de jours maintenant, je crois que c'était le 26 avril, un webinaire au cours de laquelle Madame la ministre des Sports et puis donc des juristes sont intervenus pour présenter le dispositif qui est en cours d'élaboration. Je précise bien que ce n'est absolument pas encore voté. D'ailleurs, les bruits que j'ai pu en lire sur Internet étaient que les parlementaires trouvaient ce dispositif un peu faiblard, quoi, pour dire les choses comme elles sont. Donc voilà, ce qui nous a été présenté, c'est que la partie concernée serait de 50% des frais d'inscription, et pour ce qui est des associations sportives, hors de la licence fédérale. Donc la réduction d'impôt, on reste toujours dans le cadre d'un dispositif de mécénat, donc 66% de la valeur du don, et l'éligibilité est bien sûr réservée aux organismes d'intérêt général. Juste pour mémoire, il faut bien sûr que la gestion de l'association soit désintéressée, que l'on ne dépasse pas le plafond de recettes annuelles, de recettes considérées comme lucratives, qui est de 72 000, mais qui a été relevé là, pour cette année à 72 435, si je ne dis pas de bêtises, ou 432. Voilà. Et détail qui a son importance, que la part de ces recettes considérées comme lucratives, que la part des activités traditionnelles soit significativement prépondérante. Et là, par contre, on ne trouve pas de chiffres. Ce qui veut dire que ça peut être à l'appréciation de la structure, des impôts, je veux dire. Néanmoins, les retours d'expérience que j'ai eus, je vous fais grâce de la démonstration, et que cela tourne autour de 25%, cette part de recettes lucratives. Dès que l'on dépasse 25% de recettes lucratives, on risquerait de se voir opposer un refus de délivrance pour les dons aux œuvres. Voilà, donc ça, encore une fois, c'est un dispositif qui est préparé en concertation avec le ministère des Sports, mais qui n'est pas voté. Donc, pour cela, dans la présentation que vous recevrez, je vous donne le lien vers la fiche juridique qui est émise par l'ANDES. L'ANDES, c'est l'Association nationale des élus en charge du sport. Et il y a un webinaire de l'ANDES qui a été consacré à ce sujet, pour lequel je vous donne le lien également. Voilà. Maintenant, si vous avez des questions sur ce thème de la réduction d'impôt ou sur les autres thèmes que nous avons abordés ce soir, c'est le moment du webinaire qui est consacré à vos questions. Donc, je vous en prie. Alors, du coup, moi, je vais vous poser une question. Est-ce que parmi vous, certaines associations avaient envie d'opter pour le système de la réduction d'impôt? Je vois Christine qui dit non. Bon, moi, je vais répondre. Je vais dire, pour nous, ça serait complètement peanuts. Donc, en fait, ce n'est pas envisageable. Et je fais une synthèse de ce que j'ai dit tout à l'heure. À partir du moment où la partie de prestation qui n'a pas été réalisée correspond à un salaire de prof, parce que je ne parle pas des consommables, qui eux aussi sont négligeables, les livres, les DVD et tout ça, par rapport au salaire du prof. Le salaire du professeur de la partie de la prestation qui n'a pas été réalisée a été compensé en pratiquement totalité par le chômage partiel. Donc, je veux dire, si on fait la balance, on est à zéro. Parce qu'il ne faut pas oublier que si le chômage partiel est compensé par rapport aux salariés à hauteur de 70% du brut, 84% du net, il ne faut pas oublier qu'on ne paye pas de charges patronales. Et les charges patronales sont nettement supérieures aux charges salariales. Pour faire simple, pour ceux qui ne font pas de paye, il faut savoir que quand on donne 1 000 € à un salarié, pour une entreprise, ça coûte 2 000. Donc, à partir du moment où on a compris ça, je dirais que l'addition, la balance, le compte de résultat, il est vite fait.
Donc, nous, on rembourse de toute façon, on paye notre salarié, professeur. Alors là, il y a une grande différence entre un professeur salarié et un professeur indépendant, puisqu'un professeur indépendant, lui, n'aura pas droit au chômage partiel, hein, puisque les indépendants sont des libéraux. Hein, donc, ce qui rentre, ça rentre en termes de recettes et en partie l'équivalent d'un salaire. S'ils n'assurent pas de prestations, ils ne sont pas payés, alors que les salariés ont un énorme avantage, qu'ils sont payés. Oui. Et ça fait la différence. Ouais. Merci Daniel pour ce témoignage, mais j'aimerais savoir si, parmi les associations présentes ce soir, il y a eu des associations 100% bénévoles qui envisagent un mode de dédommagement quelconque. Gisèle, rallumez votre micro, s'il vous plaît. Donc, nous, en fait, on a fait une mixité. Vous m'entendez tout souvent? Oui. Ouais. Donc, nous, en fait, on a à la fois proposé des cours en Zoom, des cours aussi en vidéo et des cours en présentiel. Ça veut dire que depuis novembre, on assure des cours en extérieur, quelles que soient les intempéries. Donc, ça fonctionne. Donc, on a eu à la fois droit au chômage partiel, mais à la fois, on paye nos salariés également. Donc, en ce qui concerne les remboursements, on va avoir plusieurs catégories, à savoir les gens qui ont profité, qui ont pu bénéficier de ce dispositif. Certains n'ont pas du tout pu l'envisager pour des raisons professionnelles. Et pour d'autres, concernant tout ce qui était informatique, moi, j'aimerais juste rajouter que nous, on a des personnes aussi d'un certain âge qui se sont adaptés à ce mode de fonctionnement et qui recherchent finalement dans le temps qu'on puisse maintenir un petit peu ce système. Donc, pour revenir au remboursement, donc nous, on va à la fois essayer de prolonger nos activités physiques, de poursuivre en dehors de la saison, enfin voilà, plus tard dans la saison, rembourser aussi les gens qui n'ont pas pu bénéficier, comme je vous disais, de tout ce qu'on a pu proposer. Et on a fait déjà une demande pour avoir une demande de rescrit pour proposer quand même aux adhérents, pour savoir si certains étaient intéressés, pourquoi ne pas le faire. En fait, on s'est posé la question, pourquoi ne pas le faire si certains sont intéressés. Voilà. Très bien. Ok. Mais y a-t-il parmi vous des associations avec un fonctionnement 100% bénévole? Oui. Je vous écoute. Pardon, allumez votre micro, Christine, si vous voulez témoigner. Oui, nous, on est 100% bénévoles. Les profs sont bénévoles. Je dirais que c'est la mairie qui nous prête aimablement la salle où sont installés les micros. Donc, nous, je pense, on va essayer de faire une assemblée générale en juin. Je pense qu'on va faire exactement la même chose qu'on avait fait pour l'année dernière, c'est-à-dire que l'adhésion pour l'année prochaine sera sans doute moitié moins cher. Enfin, on n'a pas encore arrêté les chiffres pour l'instant, mais je pense que ça va être du même style. Et puis, bon, les gens qui n'ont pas du tout pu faire de cours cette année ou qui n'ont pas voulu, bien à ce moment-là, ceux-là, ils bénéficieront de l'année prochaine gratuitement. Je pense qu'on va faire un mix de tout ça en fonction des personnes, en fonction des gens, en fonction du ressenti aussi. Moi, je reconnais que les élèves ont été tous très, très compréhensifs et je rejoins Gisèle. Moi, j'ai des gens… les élèves sont vraiment tous… ils ont tous plus de 65 et il y a des gens qui se sont mis vraiment j'allais dire dans l'informatique, mais dans le Zoom, pas facilement, mais très bien. Nous, on fait ça depuis novembre, on a dû commencer mi-novembre. Et oui, à la limite, il y a des personnes il y a des personnes où on n'est pas arrivé à faire le cours, mais je dirais que ce n'est pas parce qu'on n'est pas arrivé à utiliser l'outil Zoom, c'est parce que quelque part, c'est vrai qu'il y a un côté pratique
qui va manquer, parce que c'est vrai que quand vous avez 8 élèves et qu'il faut qu'ils fassent des exercices en informatique et qu'ils n'y arrivent pas, ce n'est pas toujours très facile de leur expliquer. Alors, c'est facile, on a les moyens, donc on peut prendre la main sur leur poste. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Le problème, c'est que les autres attendent à côté et que ce n'est pas toujours facile de les occuper. Donc, c'est plus par rapport à ça où je trouve que ça pose des problèmes. Il faut, enfin, moi, j'ai remarqué, si on veut faire vraiment du bon boulot, voilà, 3-4 élèves, c'est gérable. Au-delà de 4 élèves, oui, ça devient un peu plus compliqué. Mais on y arrive bien. Alors, par contre, nous, on a des profs bénévoles qui n'ont pas voulu du tout donner leurs cours par Zoom. Je dirais que, bon, ben, moi, en tant que présidente, j'ai pris leurs cours à leur place. D'accord. Alors, moi, je dirais, enfin, un peu en guise de, pas réellement de conclusion, mais on va dire si on fait un tour d'horizon de ce qui a été évoqué ce soir, véritablement, la chose à laquelle je vous incite à réfléchir, je dirais pour votre prochain exercice, votre prochaine année d'activité, c'est d'anticiper la chose et de l'inclure, enfin d'inclure une solution, quelle qu'elle soit, dédommagement ou pas, partiel ou autre, l'inclure dans votre règlement intérieur afin de l'opposer éventuellement à tous vos adhérents. Et surtout de communiquer dessus. C'est-à-dire que maintenant, toute la population française est parfaitement au courant des conséquences des confinements. Donc, je dirais, les adhérents comprendraient mal aujourd'hui qu'une association n'ait pas prévu ce cas de figure. Puisque, enfin, je pense que tous les secteurs associatifs constatent à peu près la même chose. Aujourd'hui, le public attend pratiquement une qualité de service équivalente de la part d'une association que ce qu'il attendrait d'une structure du secteur marchand, tout en voulant le prix, bien sûr, du secteur associatif. Ça, c'est, on voudrait, bien sûr, les deux avantages. Donc, voilà. Madame Robert et les gens de son service vous adresseront la présentation, les liens et les différents supports pour les personnes qui étaient inscrites ce soir. Il reste encore quelques instants si vous voulez encore poser quelques questions. Moi, je voulais simplement témoigner que ça dépend. Faire du Zoom, oui, mais ça dépend des sports. En matière de karaté, par exemple, faire du Zoom, le karaté, c'est beaucoup travailler à deux. Donc, faire du Zoom, c'est pas adéquat. Hein, c'est pas la bonne formule. J'entends bien. En fait, la plupart des associations sportives qui ont utilisé tout ce qui est visioconférence, c'est simplement pour l'entretien physique, on va dire. Oui. Ce n'est pas pour l'enseignement proprement dit. Cela dit, nous avions demandé 3 chèques. Donc, on a pu régler les choses comme ça. On a pu encaisser que le premier trimestre et on n'a pas encaissé la suite. Et là, on a effectivement repris depuis mars, je crois que c'était. Donc là, on verra en fonction, on encaissera le 3e ou pas. Voilà. D'ailleurs, c'est très bien votre témoignage, Annick, parce que j'en ai pas parlé dans ce webinaire, mais je dirais l'aspect prévision comptable est très important. C'est-à-dire qu'il faut essayer de tenir un tableau de bord. Mais ce n'est pas facile à gérer. Oui, je ne sais pas si parmi vous, les gens utilisent ce qu'on appelle un prévisionnel de trésorerie, mais c'est un outil qui va vous aider dans le sens où vous y inscrivez les recettes prévisibles et les dépenses prévisibles. Et aujourd'hui, des dépenses prévisibles, avec tous les systèmes d'abonnement, il y en a pléthore. Donc, mais ce n'est pas une gestion facile parce que d'habitude, on encaisse le chèque, un seul chèque, hop, c'est tout encaissé, on n'en parle plus pour l'année. Là, il faut vraiment gérer régulièrement, quoi. Donc, ça fait encore plus de manipulation, de travail, quoi. Mais bon, c'est comme ça, on n'a pas le choix. Hein. Il faut s'adapter. Voilà. Non, mais en termes de gestion prévisionnelle, là, pour compléter ce que dit Thierry, c'est si vous avez la possibilité d'utiliser un tableur tel qu'Excel, il est évident que la gestion prévisionnelle, elle est quasiment toute faite. Vous faites tout en abonnement. Hein, et donc, moi, par exemple, j'ai mon assemblée générale prochaine qui a lieu en novembre. Mon arrêté est déjà fait parce que je sais à 100 € près ce qui va être dépensé ou pas en entrée, en sortie.
parce que les salaires, je les connais, hein, sur toute une année, je les connais. Les cotisations URSSAF, s'ils ne changent pas les taux, eh bien, elles sont compensées. Et le chômage partiel, j'ai calculé toutes les données pour toute l'année. Donc, au 1er octobre, j'ai quasiment 90% de ce qui va se passer jusqu'à la fin de l'année, à l'exception près que lorsque nous avons des événements, du type un report, un spectacle, etc., il est évident qu'on ne connaît pas à l'avance quelle est la recette du bar. Mais c'est tout. En dehors de ça, on a… mais c'est vrai, vous avez tout à fait raison d'insister sur d'établir un budget prévisionnel, mais au sens de trésorerie. C'est-à-dire les entrées-sorties telles qu'elles sont programmées, quand est-ce qu'on paye la TVA, quand est-ce qu'on paye un salaire, quand est-ce qu'on paye l'URSSAF, et tout ça, c'est en décalage par rapport… enfin, les uns par rapport aux autres. Alors, et je voudrais juste terminer pour aussi insister sur… Moi, j'ai 3 associations là, et le fait d'introduire Zoom a été un facteur de lien considérable. Alors, c'est Zoom, mais ça pourrait être autre chose. C'est le conservatoire de Chassieux aussi, avec Daniel Martin qui est derrière Anne Forest. Nous avons partagé la même expérience au conservatoire. On a le conservatoire, le club de lecture, on a Chassieux Toscane. Tout ceci a permis de garder le lien, et c'est là où les gens nous ont remerciés. Vraiment d'accord. Voilà. C'est pas que des sous. Oui, j'entends bien. Et d'ailleurs, ce sujet-là du lien avec les adhérents sera abordé lors du 3e webinaire. Madame Robert, est-ce que vous voulez juste introduire peut-être le webinaire ou présenter le webinaire de la semaine prochaine? Sinon, j'en touche 2 mots. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Parfait. Donc, bonjour tout le monde. Donc, la semaine prochaine, en fait, c'est un webinaire qu'on a un peu plus orienté vers les associations employeuses, d'accord, pour vous fournir encore plus d'outils. Du coup, M. Nolot pourra vous le développer un petit peu plus. Voilà, je voulais juste prendre la parole 2 secondes pour vous saluer et pour vous remercier infiniment de votre participation. Voilà. Merci Madame Robert. Donc, moi, je vous remercie également pour votre participation. Une dernière chose, c'est que ce webinaire était enregistré, donc vous pourrez retrouver nos conversations dès qu'il sera disponible, c'est-à-dire pour vous, ce sera demain, pour moi, ce sera dans la soirée. Voilà, mais la mairie de Chassieux vous adressera tous les éléments dont vous pourriez avoir besoin. Je vous remercie et j'espère vous revoir la semaine prochaine. Merci et bonne soirée. Merci à tous.